Bon, comme je vous le disais, l'échec du lac Meach a provoqué une espèce d'onde de choc, particulièrement au Québec. Et là, ben, vous allez voir dans les prochaines minutes, vous allez voir que la vie politique était passablement bouleversée dans ces années qui vont suivre l'échec du lac Meach. Il y a vraiment une espèce de réalignement politique. Et pour beaucoup, comme je dis, moi le premier, encore une fois, croyait que le Québec s'en allait vers la souveraineté. Mais bon, on va voir qu'il y a il y a toute une série d'événements qui vont faire en sorte que ça n'arrivera pas. Mais quand même, la suite des choses, entre 1990 et 1995, c'était pas mal, comment je pourrais dire, c'était pas mal d'actions qui s'est passé dans la vie politique, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. On va y aller avec une première étape. En 1990, suite à l'échec du lac Meach, il y a beaucoup de députés québécois, beaucoup de Québécois, tant des gens du Parti conservateur que du Parti libéral, qui sont mécontents de l'échec du lac Meach. Et là, ben, on va voir justement des députés du Parti libéral du Canada et du Parti conservateur du Canada qui vont justement quitter leur parti et qui vont décider de fonder un nouveau parti politique qui s'appelle le Bloc québécois et dont l'objectif premier était de promouvoir la souveraineté à Ottawa. Un des premiers à quitter, c'est Lucien Bouchard, qui deviendra éventuellement premier ministre du Québec. Mais donc, Lucien Bouchard va devenir le chef de ce nouveau bloc québécois. C'était un proche allié de Brian Mulroney. C'est un ministre au sein du gouvernement conservateur. Il va quitter le Parti conservateur et va se déclarer souverainiste. À côté de lui, Jean Lapierre, un député du Parti libéral. Et il y en aura plusieurs comme ça qui vont quitter et qui vont décider de siéger ouvertement pour un parti souverainiste qui siégerait au Parlement fédéral. Donc, ce qui est quand même assez unique. Et très rapidement, à la faveur d'une élection partielle, Gilles Duceppe va devenir le premier élu vraiment de ce bloc québécois. Il va être élu donc dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Donc, c'est la circonscription, par exemple, où se trouve le cégep du Vieux-Montréal. Donc, déjà là, il y a un nouveau parti souverainiste qui apparaît sur la carte en 1990. Autre chose, ben, que justement, dans la foulée de cet échec du lac Meach, Robert Bourassa ben, avait annoncé qu'il était son gouvernement était pour former une commission qui était chargée d'étudier l'avenir politique et constitutionnel du Québec. C'est le vrai nom justement de la commission. C'est donc la commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, mais on l'appelle aussi la commission Bélanger-Campeau. Donc du nom des deux présidents justement de cette commission-là, Michel Bélanger qui était fédéraliste et Jean Campeau qui était souverainiste. Et là, cette commission regroupait des gens de tous les milieux, du milieu politique québécois, donc des gens qui provenaient des différents partis politiques québécois, des gens du monde des affaires, du monde syndical, donc une vaste commission qui était là pour recevoir finalement des mémoires qui avaient été rédigées par des regroupements, par des syndicats, par des individus. Et là, on entendait, justement, la commission entendait. Et donc, des gens spécialisés dans le domaine, des gens provenant, comme je le disais, de tous les milieux, donnaient leur opinion sur l'avenir politique, quel devrait être l'avenir politique du Québec. À terme, justement, la commission Bélanger-Campeau, ça, c'est évidemment le texte qui est là, je vous le laisse là, puis vous pourrez le lire. Mais donc, c'est le texte qui explique pourquoi est-ce qu'on devrait créer une commission. À terme, éventuellement, la commission va présenter son rapport et la commission va recommander à l'Assemblée nationale du Québec, au printemps 1991, qu'on devrait adopter une loi établissant le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Donc, autrement dit, que la commission Bélanger-Campeau recommande que le gouvernement du Québec organise un nouveau référendum pour parler justement, pour demander aux Québécois quelle serait selon eux, la place du Québec, la place future du Québec. Est-ce que c'est encore dans le Canada ou est-ce qu'on devrait former un État séparé? Donc, la loi renfermerait trois sections. Une, ce serait un préambule. Deux, justement, une section qui parle de la tenue d'un référendum sur la souveraineté. Et trois, une offre pour un nouveau partenariat de nature constitutionnelle. OK, fait que donc, on est engagé dans ce processus-là. Le Parti québécois, excusez, le Parti libéral du Québec, lui aussi s'interroge, se pose beaucoup ces questions-là. Quel devrait être l'avenir constitutionnel du Québec, l'avenir politique du Québec? Et va demander à un de ses membres, en fait le président du parti, qui s'appelle Jean Allaire, de justement présenter un rapport. Donc, c'est le fameux rapport Allaire de 1991. Et ce rapport-là, justement, propose la tenue d'un référendum sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc, littéralement, le Parti libéral, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il va prendre ce virage-là souverainiste lui aussi? Mais en bout de ligne, justement, les membres du Parti libéral vont rejeter cette option-là. Les membres du Parti libéral du Québec vont choisir de demeurer fidèles à
à la cause canadienne. Par conséquent, il y a pas mal de libéraux qui étaient mécontents justement de cette tournure-là. Donc, il y a des libéraux qui vont quitter le Parti libéral du Québec et qui vont fonder un nouveau parti. Donc, ce nouveau parti s'appelle l'Action démocratique du Québec. Donc, Jean Allaire, qu'on voit ici sur la photo à droite, ben, c'est lui qui avait rédigé le rapport, va devenir justement un des nouveaux leaders de ce parti-là. Mais surtout, la tête d'affiche, ce sera ce jeune membre du Parti libéral du Québec, le président de l'aile jeunesse du Parti libéral du Québec à l'époque, s'appelle Mario Dumont, qu'on connaît plus aujourd'hui dans les médias. Mais lui, il va devenir, à 22 ou 23 ans, le premier chef de l'Action démocratique du Québec. L'Action démocratique du Québec, c'est un parti qui n'existe plus, mais c'est essentiellement sur les bases de ce parti-là qu'a été fondée la Coalition Avenir Québec de François Legault. Donc, vous voyez de nouveaux partis qui apparaissent dans le portrait, et là, ben, il y a une discussion vraiment vive. Et je dirais peut-être moins émotionnel qu'en 1980 et de façon plus rationnelle, on étudie quel devrait être l'avenir politique du Québec. Bon, alors là, évidemment, on voit Robert Bourassa. J'adore cette caricature-là. Robert Bourassa qui semble tirailler des deux côtés, qui semble essayer de manger aux deux râteliers. Est-ce qu'on est en voie vers, est-ce qu'on s'en va vers la souveraineté ou est-ce qu'on reste dans le Canada? Ben ça, je crois que ça résume très bien la position de Robert Bourassa. Il va dans un sens et dans l'autre. Entre-temps, le gouvernement du Canada de Brian Mulroney n'a pas dit son dernier mot. Le gouvernement du Canada de Brian Mulroney, lui, va essayer de réunir encore une fois, de tenir une nouvelle conférence constitutionnelle, cette fois-ci à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, en 1992. Une conférence qui réunirait le gouvernement fédéral, les gouvernements des 10 provinces et les représentants des Premières Nations. Finalement, on a trouvé le moyen de les inviter. Une immense conférence durant laquelle on va accoucher de ce qu'on appelle l'accord de Charlottetown. Robert Bourassa y participe, évidemment qu'il va y participer. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, l'accord de Charlottetown? On va dire que la notion de société distincte, par exemple, pour le Québec, la Constitution du Canada est interprétée en tenant compte de l'histoire, de la langue et de la culture du Québec. Est-ce que ça veut dire que le Québec est considéré comme une société distincte? Bof, c'est pas vraiment clair. Les provinces peuvent se retirer de certains programmes fédéraux tout en recevant les redevances, ça c'est intéressant. Euh, le gouvernement fédéral, à la demande d'une province, donc on va dire c'est le Québec, le gouvernement fédéral se retire des activités de formation de la main-d'œuvre. Donc, autrement dit, le gouvernement fédéral se retire d'un domaine de compétences provinciales. L'accord de Charlottetown dit que 3 des 9 juges de la Cour suprême proviennent du Québec. On va réformer le Sénat. Et aussi, l'accord de Charlottetown dit que peu importe son poids démographique dans le Canada, le Québec aurait toujours au moins 25 des sièges à la Chambre des communes. Donc, les 10 provinces semblent d'accord avec, les 10 premiers ministres provinciaux semblent d'accord avec ça. Bon, il y a des provisions aussi pour les Premières Nations. Le gouvernement du Canada est d'accord avec le projet. Donc là, ce qu'on va organiser en 1992, c'est un référendum pan-canadien, c'est-à-dire qu'on va demander à l'ensemble du Canada de ratifier cette entente-là. Le résultat du vote, en fait, la question qu'on posait aux Canadiens le 28 août 1992, c'était la suivante. Acceptez-vous que la Constitution du Canada soit renouvelée sur la base de l'entente conclue le 28 août 1992? Et évidemment, les Canadiens vont dire non, de façon générale. Au Québec, de façon assez massive, dans l'Ouest aussi canadien. Dans l'Ouest canadien, on refuse l'entente parce qu'on trouvait qu'on en donnait trop au Québec. Au Québec, on refuse l'entente parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas eu assez. Donc, c'est un petit peu là-dessus. Donc, l'entente constitutionnelle, l'entente de l'accord de Charlottetown, elle est rejetée. Cette nouvelle constitution canadienne, elle est rejetée. Bon, ça devient un petit peu étourdissant d'y penser, mais pour Robert Bourassa, et c'est là une tournure un peu, je dirais, particulière dans sa vie politique, Robert Bourassa va considérer qu'il a reçu une offre constitutionnelle formelle, une offre de renouvellement de la Constitution formelle de la part du gouvernement du Canada, que les Québécois et les Canadiens l'ont rejeté. Mais quant à lui, il se sent dégagé de cette obligation de faire un référendum sur la souveraineté. Il avait dit en 1991, à la fin de la commission Bélanger-Campeau, j'accepte qu'on organise au Québec un référendum sur l'avenir politique du Québec, tant et aussi, tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne nous aura pas fait une nouvelle proposition. Or, Robert Bourassa, il trouve que cette proposition-là, elle était redevable, que les Québécois et les Canadiens l'avaient rejetée. Par conséquent, lui se sent dégagé de cette obligation de tenir un référendum sur la souveraineté.
Donc, ce référendum que devait peut-être organiser le gouvernement du Québec de Robert Bourassa, il n'aura jamais lieu. Et ça va donner lieu, encore une fois, à beaucoup de mécontentement. Robert Bourassa, éventuellement, va devenir malade, il va se retirer de la politique et va décéder en 1994. Et cette superbe caricature, ben, ça nous montre bien justement l'orientation politique de Bourassa, en fait, l'impression qu'il nous laisse. À mon avis, il aurait pu occuper une beaucoup plus grande place dans l'histoire du Québec, mais il y a cet héritage-là, il y a ce bout-là du début des années 1990 qui laisse autour de lui une espèce d'aura un peu curieuse. Au Québec et au Canada, milieu des années 90, il y aura un changement de la garde. Brian Mulroney va s'en aller, va quitter le pouvoir en 1993. Et la même chose aussi, Robert Bourassa qui va quitter la vie politique. Ça va permettre justement un renouvellement des choses. Premièrement, en 1993, donc une élection fédérale, Jean Chrétien devient premier ministre du Canada. Et lui, ben, c'est un fier partisan de Pierre-Éliott Trudeau. Pour lui, l'entente constitutionnelle de 1981 à laquelle il avait tant travaillé, elle est tout à fait correcte. Et quand on lui demande finalement est-ce qu'il est question de rouvrir le débat référendaire, il va dire il n'y en est pas question. Lui, il veut juste parler, puis je reprends son expression. Il dit les Canadiens veulent entendre parler de trois choses, les Québécois veulent entendre parler de trois choses seulement. Il va dire job, job, job. Bon, mais quand on lui demande justement s'il y a un référendum au Québec, il va parler justement de la clarté référendaire. Il va dire s'il y a un référendum au Québec, il faut que les résultats soient clairs. Mais quand on lui demande, M. Chrétien, c'est quoi la clarté référendaire, c'est pas particulièrement clair ce qu'il répond. Donc, si on regarde cette élection de 1993 au niveau fédéral, elle est absolument spectaculaire. D'abord, les libéraux sont les seuls à faire élire des députés dans toutes les provinces. Mais les libéraux vont gagner essentiellement parce qu'ils remportent 98 des 99 sièges en Ontario. C'est là où ils vont faire le plein. Parce que si on regarde au Québec, le nouveau bloc québécois, lui, va remporter 54 sièges sur les 75 du Québec. C'est absolument spectaculaire. Mais surtout, quand on regarde de plus près le résultat de l'élection fédérale de 1993, le Parti libéral du Canada finit premier, mais le Bloc québécois finit deuxième. Il y avait un nouveau parti politique qui s'était formé dans l'Ouest canadien qui s'appelait le Reform Party, donc des gens qui avaient quitté le Parti conservateur pour former un parti plus, je dirais, nationaliste de l'Ouest. Le Parti néo-démocrate finit avec 9 et le Parti conservateur a perdu 154 sièges. Ils sont passés de 156 à 2. Donc, finalement, en bout de ligne, en 1993, c'est le Bloc québécois, donc Lucien Bouchard et le Bloc québécois qui vont devoir former l'opposition officielle de Sa Majesté à Ottawa. Donc, complètement délirant quand on y pense. Donc, c'est qu'un parti ouvertement souverainiste va former l'opposition officielle au Parlement fédéral. Ça fait hurler pas mal de monde. Donc, là, ce qu'on voit ici, c'est que le Canada est en train essentiellement de se diviser. C'est un petit peu, on voit que les différentes sections du Canada ont de la misère justement à suivre ce qui est en train de se passer. Au Québec, encore une fois, en 94, les choses vont assez vite. Robert Bourassa va démissionner, comme je l'ai dit, parce qu'il est malade. Et qu'entre janvier et septembre 1994, c'est Daniel Johnson, fils, qui va assumer la fonction de premier ministre. Et là, en 1994, on déclenche les élections et le 12 septembre 1994, Jacques Parizeau et le Parti québécois reprennent le pouvoir à Québec. Jacques Parizeau était devenu chef du Parti québécois à la fin des années 1980. Et là, lui, ben, c'était un de ceux qui disait il faut parler ouvertement et il faut parler tout le temps de souveraineté pour essayer de bien l'expliquer aux Québécois et d'essayer de convaincre les Québécois. Dans la campagne électorale, Jacques Parizeau avait promis clairement que s'il était élu premier ministre, il y aurait un référendum sur l'avenir politique du Québec à l'intérieur d'une année. Et il va tenir parole. Donc, dès que le moment où le Parti québécois s'empare du pouvoir en 1994, le processus est enclenché pour la tenue d'un référendum en 1995. La date qui est retenue, c'est le 30 octobre 1995. Encore une fois, donc, par la loi référendaire du Québec, il y a deux camps qui se forment. Et donc, le camp du oui et le camp du non. Le président du camp du oui, c'est le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau. Le président du camp du non, c'est Daniel Johnson, le chef du Parti libéral du Québec.
Mais en même temps, dans le camp du oui, bien évidemment, il y a des acteurs fort importants. Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois, un tribun quand même très solide et qui est quand même passablement aimé des Québécois. Et il y a aussi Mario Dumont de l'Action démocratique qui embarque dans le camp du oui. Dans le camp du non, bien évidemment, Jean Chrétien, premier ministre du Canada, qui est un Québécois, qui va vouloir se mêler justement de la lutte, sauf qu'à ce moment-là, son étoile pâlit au Québec passablement, et à chaque fois, en fait, qu'il met les pieds au Québec ou qu'il parle dans le débat référendaire, l'option du non a tendance à perdre des plumes. Le troisième personnage qui apparaît dans le portrait, c'est Jean Charest. Bon, vous le connaissez, il a été longtemps premier ministre du Québec, mais à l'époque, en 1995, il était le chef du Parti conservateur du Canada. Il était un des deux seuls conservateurs à avoir été élu à l'élection de 93. Jean Charest, c'est quelqu'un qui se débrouille très bien sur une tribune. C'est un orateur quand même aguerri et justement, il va devenir un acteur peut-être plus important que Jean Chrétien dans cette campagne référendaire de 1995. Sauf que là, les sondages montrent que pendant toute la campagne, les sondages montrent que les deux options sont essentiellement au nez à nez. Et c'est très dur de savoir qui va l'emporter. Donc, la question essentiellement posée en 1995 aux Québécois, elle est peut-être un peu plus simple, mais donc, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin 1995. Donc, il y avait un projet de loi qui avait été écrit qui avait été rédigé, dans lequel on expliquait tous les mécanismes par lesquels le Québec accéderait à la souveraineté. Et l'entente du 12 juin, ben, c'est une entente qui était survenue entre le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec sur certaines modalités. Donc, ce qu'on demande essentiellement aux Québécois, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous acceptez le projet de loi sur l'avenir du Québec? C'est passablement ça. Et aussi, ben, c'est que le gouvernement du Québec ferait une proposition de partenariat économique avec le reste du Canada, mais même s'il est rejeté par le reste du Canada, le gouvernement du Québec irait de l'avant avec la souveraineté du Québec. Donc, la question, elle est assez claire ici en 1995. Et la campagne s'engage, comme je le disais tout à l'heure, peut-être de façon un peu plus sensée et rationnelle qu'en 1980. Moins, évidemment, beaucoup d'émotions, mais justement, le débat se faisait de façon plus claire. Et chacun des camps, justement, a choisi des publicités qu'on a vues tapisser partout au Québec. Excusez-moi, c'est toujours dur pour moi de parler de ce moment-là. À quelques jours de l'élection, en fait, à 3 jours de la tenue du référendum, des Canadiens de partout au pays sont débarqués à Montréal. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, certaines disent 100 000. Ils venaient en avion, sont venus en autobus, sont venus en train. En limite, ils seraient venus en âne et à cheval, puis je pense qu'ils l'auraient fait. Ils débarquent à la place du Canada et pendant quelques heures, le centre-ville de Montréal est envahi de personnes qui viennent dire aux Québécois, on vous aime. Euh, ouais, ben voilà. Je suis allé pour voir. Puis j'en garde évidemment toujours cette espèce de goût amer. Je suis désolé. Mais bon, ils sont venus pour nous dire qu'ils nous aiment. Et après ça, ben, au terme d'une espèce de grande marche, ben, les principaux chefs, on les voit ici, on les voit dans le bas, Jean Chrétien, Daniel Johnson, Jean Charest, vont tenir des discours et vont demander aux Québécois, s'il vous plaît, votez non, restons dans le Canada. Donc, de voir après tant d'années des Ontariens puis des gens de la Saskatchewan venir nous dire qu'ils nous aiment. Bon, OK. Est-ce que ça a eu un impact sur le vote? C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que vraiment, les deux options étaient vraiment, comme je le disais, au nez à nez. Peu importe. Il y avait 5 87 000 électeurs inscrits au Québec en 1995. Il y en a 4 757 000 qui ont voté. Donc, c'est un taux de participation de 93,5. C'est vraiment extraordinaire. Donc, en termes d'exercice démocratique, c'est vraiment assez spectaculaire de voir justement ce taux de participation-là. Le oui obtient 49,4 des votes, le non 50,5. L'écart entre les deux options, c'est 54 288 voix. C'est vraiment très peu.
C'est vraiment très, très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, à la dernière seconde, des indécis, peut-être qui ont eu un petit peu peur, un mouvement de recul, je ne sais trop. Mais donc, le résultat a été formidablement serré et que ben, le Québec a choisi, encore une fois, les Québécois ont choisi encore une fois de rester dans le Canada. Vous pourrez regarder cette carte-là aussi longtemps que vous voulez. Ben, c'est sûr qu'il y a certaines régions où ça a voté oui, mais de façon très solide. Donc, les régions en bleu plus foncé. En même temps, ben, que des régions assez populeuses, comme par exemple tout l'ouest de Montréal, ben, ça a voté à 80-90 pour le non. Même chose pour la région de l'Outaouais. Donc, le Québec est divisé un peu. Euh, et là, ben, ça a été une défaite amère, mais en même temps une victoire pour ceux qui souhaitaient rester dans le Canada. Bon, et c'est tant mieux comme ça. Les gens se sont exprimés. Ce qui est dommage, c'est que ce soir-là du référendum de 95, Jacques Parizeau, qui avait eu une carrière absolument fabuleuse au sein de la fonction publique québécoise et en tant que ministre dans différents gouvernements du Québec, va lâcher cette phrase malheureuse. Il dit, nous nous sommes battus, c'est vrai, mais dans le fond, par quoi? L'argent et les votes ethniques. On va lui reprocher fortement et il va rapidement démissionner. Et au début de 1996, Lucien Bouchard va devenir premier ministre du Québec. Ce qu'il faut voir maintenant, ben, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu changer ou se faire autrement? Ben, c'est sûr que quand on regarde ça avec le recul, euh, il y a peut-être eu quelques irrégularités. Euh, la loi québécoise sur les référendums dit que les deux camps, le camp du oui et le camp du non, seront financés à la même hauteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a une limite des dépenses électorales. Mais là, on va voir, comment je pourrais dire, des espèces d'agents extérieurs qui vont venir justement intervenir dans la loi québécoise. Le Conseil de l'unité canadienne, qui est un conseil financé par le gouvernement du Canada, va aider d'anciens résidents du Québec à venir voter au Québec. Donc, c'est de l'argent du gouvernement fédéral qui est investi d'une certaine manière pour le camp du non. Le fameux Lovin, le grand rassemblement qui a eu lieu 3 jours à Montréal. Ben, il faut voir que des agences fortement, qui appartiennent soit au gouvernement du Canada ou sont fortement financées par le gouvernement fédéral, comme Viorail et Air Canada, ben, je veux dire, les gens de la Saskatchewan ou du Nouveau-Brunswick ou les gens de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, ben, il y en a beaucoup là-dedans qui ont bénéficié de vols gratuits donnés par Air Canada ou de transports gratuits par Via Rail ou de transports gratuits par telle ou telle compagnie d'autobus. Donc ça, encore une fois, c'est de l'argent extérieur qui vient justement s'immiscer dans la campagne référendaire québécoise. On sait aussi que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a augmenté de 87 son taux de certificat de citoyenneté entre 1993 et 1995, sachant que beaucoup d'immigrants récents vont avoir tendance à voter plus du côté fédéral que souverainiste. Bon, donc il y a un paquet de choses comme ça, écoutez, qu'on pourrait faire ressortir jusqu'à demain matin. Mais bon, écoutez, on a tenu l'exercice démocratique dans les règles dans des règles qu'on a semblé respecter, et c'est ça qui est arrivé. Le référendum de 95 a échoué. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après? Ben là, entre 1995 et je dirais et aujourd'hui, entre ces 25 années-là, pourquoi est-ce qu'on parle de moins en moins de souveraineté? Ben là, à ce moment-là, on pourra peut-être se poser certaines questions. Ça fera l'objet de la prochaine capsule.